Merci à vous déjà. Oui, c'est le... Non. C'est juste un rappel, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, j'ai pas beaucoup dormi les précédentes semaines, donc un peu la tête en l'air. J'aime bien commencer en général les présentations par des choses qui n'ont rien à voir, en l'occurrence mes photos de vacances. Et en fait, cet instant en particulier, c'était en mars, et c'était quand je suis allé en fait faire un stage de permaculture. Et la permaculture, en fait, est un mode de production d'agriculture qui tient en compte en fait les entrants et les sortants pour produire en fait des légumes. Vous allez utiliser de l'engrais. Ces légumes vont produire à la fois des choses que vous pouvez utiliser pour nourrir, et vous pouvez également utiliser ça pour... ça va créer des déchets, mais vous utilisez ces déchets comme entrant d'autres mécanismes. Et en fait, j'avais trouvé la philosophie assez sympa et finalement très très proche de la manière dont on travaille avec des programmes informatiques, ou même dont on a pour habitude de manipuler les données. Donc ça, c'est en fait les photos de la ferme où j'étais, puis j'aimais bien en fait j'aime bien mes petites habitudes de prendre des photos le matin et à répéter les trucs. Vous allez voir, j'ai répété beaucoup de choses, tout le temps la même chose pendant cette présentation. Donc ça c'est le titre du slide évidemment. Donc je m'appelle Thomas, et en fait je suis français donc évidemment, mais je suis français mais je travaille à Londres dans la ville ici, donc c'est un sujet sur lequel j'ai l'habitude de parler en anglais, donc des fois je vais avoir du mal à trouver les mots parce que je ne sais pas parler français forcément. Je fais principalement du JS, je suis en train d'écrire un bouquin sur Node.js, ce bouquin est déjà disponible en ligne, il est disponible au fur et à mesure où il est écrit. Donc ce matin, si vous avez vu la conférence de Nicolas Chambrier où il disait « Ah, il y a trop d'outils, machin, etc. » Bah, ce serait cool que les bons outils soient dans le chapitre développement front-end. Et c'est aussi un excellent moyen d'apprendre, il y a des gens qui ont appris parce que en lisant et en même temps ils ont fait des super propositions, et ça c'est cool. Je fais également la curation de sites web, donc des sujets assez différents, et plutôt orientés sur le bien-être et les retours d'expérience des gens, parce que moi c'est mon point de vue sur finalement comment être meilleur développeur. Et puis j'ai fait des photos aussi, puis du coup toutes les photos sont celles que j'ai prises dans le passé en numérique, analogique, tout ça. Donc en fait on va reprendre un super basique, mais en fait c'est quoi une fonction? Parce qu'on entend parler de functional programming, de trucs super barbares, de FRT, de... Ouais, mais en fait, finalement, c'est le basique du basique. C'est quoi dans la vie? C'est une fonction. L'idée, c'est un modèle très séquentiel. C'est un modèle, il y a des décisions en amont. Quand tu es développeur, de toute façon, tu n'as pas fait ton avis avant, parce que tu es développeur, tu n'es pas censé réfléchir avec ton cerveau, tu es censé écrire du code, si possible, pas trop dégueulasse. Et en fait, on a les équipes où on a des gens qui s'occupent des interfaces utilisateurs, qui s'occupent des user studies avec les utilisateurs. On fait des prototypes, on teste les prototypes avec les vrais gens. On teste les prototypes, on les met dans des conditions qui vont nous donner des résultats pour savoir si on était juste en train de fantasmer ou si ça marche vraiment. On peut penser à un modèle de start-up, mais dans une grosse boîte de 20 000 personnes, avec des dizaines d'équipes, avec
on veut simplifier la BDC en ce moment, on veut avoir que ce niveau de hiérarchie, pour dire qu'il y en a encore un petit peu plus avant. Et que voilà, on est avec des divisions de sections, des équipes, de sous-équipes et des projets qui sont pas en division avec des implications politiques. Donc c'est le bordel. Et on travaille sur un mode de prototypage, c'est-à-dire qu'on doit itérer assez vite, on doit trouver des résultats assez vite, et c'est hors de question de passer 2 ans sur un projet pour dire voilà, en fait, on a trouvé que c'était pas utile. Donc on veut aller vite, on veut trouver des résultats rapidement, mais ça veut dire aussi itérer rapidement dans sa tête, itérer sur des concepts rapidement, et ça veut dire aussi itérer sur du code rapidement, et qui dit itérer sur du code rapidement dit ça plante. Donc il faut à la fois pouvoir créer un code qui donne des résultats et permet de dire bah tiens, nos idées on les valide pas, mais on est également obligé de créer du code qui ne va pas nous fermer dans 2 semaines en disant ouais mais en fait, désolé, mais on ne sait pas que ça allait changer, on sait que ça va changer. Donc on est obligé d'écrire du code qui soit finalement robuste, qualité, enfin, soit de qualité et flexible. Mais comment on fait ça en fait? Et le principe, c'est qu'en tant qu'ingénieur et développeur, on est des facilitateurs. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui créent des interfaces sur Photoshop ou autrement, ou sur du papier, et puis on a des gens qui font du UX, qui vont avec les utilisateurs, mais nous, finalement, on crée juste quelque chose qui nous permet de placer quelque chose d'abstrait, un programme informatique, devant quelqu'un, pour que cette personne dise oui, c'est bien, ou non, c'est pas bien, ou non, il faut changer ça. Et donc, au fond, le code, c'est juste un intermédiaire entre nous et les gens. Je vais prendre un exemple. Donc, là, en l'occurrence, c'est aussi une interface que j'utilise qu'on utilise pour les tests d'entretien, où on dit, ben voilà, on doit réaliser ça avec des techno web. Là, on ne le voit pas sur le côté, mais en gros, on doit pouvoir scroller et souvent, c'est bon, on peut faire un truc rapidos, on va dire, on va tout mettre, mais bon, cette liste, on peut se retrouver avec 3 éléments, on peut se retrouver avec 100. Et est-ce qu'on a envie de charger 100 de ces tiles en fait, dans l'application? Est-ce qu'on a vraiment envie de charger tous ces assets? Est-ce qu'on a vraiment envie de tout faire? Du coup, on est obligé de penser de manière isolée et d'imaginer c'est quoi le principe de cet écran. Je suis roulé avec mes questions, mais c'est quoi une web app? Donc, je vais tourner vers l'écran, mais au final, quand on y réfléchit, c'est un rendu navigateur qui utilise du code HTML, qui est servi par un serveur HTTP, qui est interprété par un programme et qui a été mis à disposition sur une machine informatique. Au final, c'est ça en fait une web app. C'est le trajet entre ce qui est imprimé sur l'écran, rendu sur la carte graphique, et ce qui a été servi par un serveur et poussé dessus. Et au fond, quand on écrit une ligne de code, ça passe par beaucoup d'endroits, et ça peut péter aussi à beaucoup d'endroits, c'est-à-dire qu'à chacun de ces points-là, le code que j'ai fait et que je vais vouloir livrer à nouveau et que j'ai envie de livrer de manière automatique, bah, ça peut péter en fait. Or, ce qui nous intéresse, c'est de faire en sorte que quand j'ai bien fait mon code, il n'y ait pas autre chose qui se mette en travers et le casse. Ce qui a donné avant tout, c'est à partir du moment où vous pouvez aussi faire confiance au réseau sur lequel transite la donnée. Mais on ne va pas trop les... Premier élément donc de cette petite phrase, c'est le navigateur. En fait, le navigateur, c'est la première fonction en fait, qu'on va utiliser, et la fonction, ça va être pour avoir ce sort de résultat. Mais au fond, c'est ça. Ma fonction, c'est open, vous tapez open dans votre terminal, vous allez voir ça, et l'entrée, ça va être une URL donnée, et vous dites ma fonction, c'est une fonction ouvre mon navigateur avec cette URL, et ça va afficher ce truc-là. Cool. On peut jouer autrement, on peut piper les choses, on peut dire mon programme, je sais pas, il va être ouvert en fait avec le résultat déterminé par l'exécution d'un autre programme qui ne connaît pas le second programme qui se trouve à droite, mais ça marche aussi, pourtant les deux se connaissent pas. Et au final, quand on réfléchit, le functional programming, c'est un petit peu ça. C'est mon machin, il fait écho, il ne sait pas ce qu'il y a à droite, ce qu'il y a à gauche ne sait pas ce qu'il y a à droite, mais ils sont capables de se parler quand même parce que les interfaces sont claires d'entrée et de sortie. Et vous pouvez vous baser dessus. Le deuxième composant, la deuxième fonction, ce sera l'élément graphique. Donc, l'élément graphique, sa fonction, c'est j'affiche un truc, tu me donnes des données, tu me donnes j'ai une structure, je suis une structure, je ne connais pas tes données, mais je vais afficher tes données de la manière dont à peu près tu m'as ordonné d'exister. Et ça peut se représenter visuellement de plusieurs manières. Ça peut être comme ça peut être comme ça peut être comme ça. Et c'est la même chose pourtant. C'est le même contenu, mais représenté différemment. Et on a utilisé React en fait pour ça, parce que React, c'est justement vraiment le mode donne-moi un truc, je le fais, ce qui se passe dedans reste dedans, et je te crache quelque chose sur lequel tu peux compter sur le résultat. Donc on fonctionne avec un mécanisme on utilise des packages NPM, chaque composant graphique va être un package NPM qu'on a versionné, comme ça on est sûr que si on pète un truc dans le composant, les applications qui en dépendent, et on ne connaît pas forcément,
vont pas casser pour autant parce qu'on garantit l'interface d'utilisation du programme avec le reste. On les conçoit de manière autonome, c'est-à-dire que souvent on dit bon, on a souvent le problème de bon, vous avez un designer et il veut changer un truc dans l'application, mais il est obligé d'installer l'application, il est obligé d'installer le SDK, il est obligé d'installer tel outil, tel outil, tel outil, et lui il veut juste, mais je veux juste changer une couleur. Et souvent, enfin, j'ai été habitué à des gens qui me disaient non mais moi je suis designer, je touche pas à ton code parce que c'est vraiment trop compliqué pour moi. Et la manière dont on a fonctionné, c'est j'ai dit ok, pas de problème, on va faire des modules visuels autonomes, et tu tapes npm start, tu as ton truc qui va s'afficher à ton navigateur, tu auras du code reload, quand tu changes une composante, quand tu changes une ligne, tu as ton rendu, et ces différents composants, il les voit se mettre à jour en temps réel, et il dit je suis content avec ce changement, je fais quoi? Bah tu fais un commit, ah ouais je fais un commit, ok ça roule, et du coup il poussait son code, et nous on vérifiait, et ensuite on taguait ça, et on va avancer ça dans la vie. Ce qui fait qu'on a redescendu en fait le niveau d'interaction au niveau du composant, et on faisait interagir les gens qui avaient besoin d'interagir avec ça au niveau du composant. Et ce qui était cool, c'est que bah, du coup en fait on embarque aussi les feuilles de style qui vont avec, c'est-à-dire que le composant, il n'est pas uniquement nu et fonctionne comme ça, il a également toute la structure nécessaire pour fonctionner, les assets, les images, le SVG et compagnie. Et quand on a utilisé ça dans d'autres applications type Rails, etc., on avait juste à dire bon, ce répertoire ou importe les assets et ça. Et on utilise aussi Browserify pour ça, parce que Browserify c'est une version appliquée en fait de transformation fonctionnelle en fait. C'est chaque niveau de la cascade, chaque niveau de la chaîne, de dépendance de composants, de composants, de composants. Si on déclare en transform, n'est appliqué qu'à ce niveau-là en fait de la chaîne. Et en fait, on n'est pas obligé d'imposer tout en haut de la chaîne les composants installés, c'est géré de manière individuelle, c'est propre et c'est sympa, et c'est ce qui fait passer à Webpack. Webpack peut être plus cool, et Webpack n'est pas chez nous, donc j'aime pas. Enfin, donc, je préfère Webpack. Et puis du coup, donc, on publie sur NPM, et donc ça fait déjà un premier facteur de découverte, puisque les gens peuvent dire « Ah, mais tiens, je peux réutiliser ton module, je suis pas obligé de passer 2 semaines pour faire un prototype pour un hackathon ou un truc du genre. » Et à la fin, ce designer me disait « Franchement, c'est trop cool, j'aimerais vraiment pouvoir bosser comme ça sur tous mes projets, je comprends pas pourquoi on le fait pas. » Et pour moi, ça a été, pour moi, c'était la récompense. Ouais. Et du coup, on était déjà dans du UI, functional programming, j'en sais rien, mais c'était cool. L'étape d'après la fonction, donc là, on avait la page web qui comprend des... on redescend en fait dans la phrase d'avant. L'application englobe plusieurs composants graphiques. Donc mon application, c'est en l'occurrence, dans cet exemple-là, c'est une application Node. Et ma fonction, bah, c'est tout simple, c'est j'installe mon composant, et puis après, derrière, je dis démarre, et mon paramètre, c'est le port 3000, et c'est déjà ma fonction, c'est j'exécute l'application avec des paramètres donnés. Et l'environnement, finalement, c'est ce qui garantit la portabilité de votre fonction. On va utiliser des fichiers de config, mais les fichiers de config, il faut les écrire, et si on relance le même processus sur la même machine, on est obligé de changer de fichier de configuration, et c'est galère et c'est relou, du coup on n'est plus sur du fonctionnel. Il me reste 5 minutes. Et le problème qu'on a, c'est que NPM install ne marche pas à tous les coups. On peut utiliser NPM pack qui va créer un zip, mais c'est pas forcément terrible. Donc là, ici, pour l'instant, on a un problème, c'est que autant notre code peut fonctionner, mais on n'a pas forcément une manière garantie de dire que ça ne va pas péter parce qu'une sous-dépendance a changé un de ses paquets et qu'il y a une nouvelle version, il y a un bug, et en fait, on se rend compte du bug parce qu'on a poussé en prod alors que les tests sont passés. Donc on ne veut pas reproduire l'install sur l'endroit où on veut livrer. Mais du coup, ce qui est intéressant avec ce type de composants, c'est qu'on a pu les embarquer sur une application Rails, à la base avec une iframe, ensuite on a utilisé Rails React, et puis c'était trop lent, on a utilisé du Node direct. L'étape d'après, de la fonction qui englobe des fonctions de fonctions de fonctions, c'est le container. Et c'est un des trucs qui m'a fait bondir sur Docker, parce que ça script tous ces trucs-là. Et que c'est ce qui permet justement de garantir des étapes d'installation au moment T, et de dire ce truc-là, ça marche, puis c'est testé, je peux le pousser. Et en fait, on reproduit le même mécanisme, on recrée un paquet de nouveau. Et ça va quand on l'exécute, c'est une fonction, c'est j'exécute ma fonction machin, et je lui donne tel paramètre et tel paramètre. Et c'est encore un nouvel. Et ça reproduit un résultat qui a un serveur ou qui a un machin. Et du coup, là, on a encore mieux, on a une application qui est en temps de fonction, c'est-à-dire que je peux l'exécuter des milliers de fois. Chacun de ces processus est isolé des autres, on n'a rien à faire, et en fait, dans les limites des capacités de votre machine.
Et ce qui est intéressant, c'est que ça embarque avec ça les dépendants système. Souvent, on va dire, ah oui, mais mon application, j'ai besoin de Postgres, ah ouais, mais toi, t'es sous Linux, donc c'est pas pareil. Ah ouais, moi, je suis sur CentOS, donc les paquets, ils sont vus depuis 2 ans, donc on a des conflits. Et c'est un moyen également de garantir, donc tout comme vous avez dans le package JSON, en fait, les dépendances, là, vous garantissez également les dépendances système, les ressources, bases de données, etc. Et ce qui est encore plus cool, c'est que vous pouvez dire, ah ouais, je vais tester ma stack complète sur l'intégration continue, parce que comme ça, vous lancez du Elasticsearch, du Redis, et à la fin des tests, vous jetez tout et on en parle plus. Et la machine n'a pas besoin d'avoir Elasticsearch préinstallé. Vous dites juste, j'ai besoin de cette image-là. Et le seul truc qui compte, c'est le CPU, c'est pas la taille. Parce que quand vous compilez, ce sera basé par rapport à l'architecture. Je me suis avoir plusieurs fois, et il y a pas mal de livres Python qui se basent sur des archives prédéterminées. Et alors encore une nouvelle fois, on va pousser l'artefact dans un endroit qui va dire hey, j'ai ton code, t'en fais ce que tu veux. Donc on remonte encore le facteur découvert, puisque là on a une application entièrement fonctionnelle disponible et documentée. Je ne vais pas faire la démo parce que je ne vais pas avoir le temps. Mais l'étape d'après, c'est la machine. La machine, c'est la fonction qui comporte toutes les fonctions conteneur, application, etc. Ouais, tu me réfléchir. Et encore, ouais. Et en fait, également, on conçoit en fait les machines comme étant des fonctions. C'est-à-dire ma machine, elle a une image et je lui passe des arguments. Et mes arguments, ça va être mes images Docker. Et je lui dis, tu te lances N fois. Et ça fonctionne. Donc, je peux répliquer ma machine N fois. Et sur chaque machine, je peux installer ce que je veux, puisque je les ai déjà générés avant. Et encore une fois, c'est la ligne de commande. Je dis, ma fonction, c'est lance telle machine avec tel paramètre. Et elle va s'exécuter. Sauf que ma fonction utilise également des ressources hardware. Donc là, on arrive quand machine as a function. Si vous avez une startup, et ce qui est intéressant, c'est que dans ce... On l'a déjà fait. Ok, et du coup, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va générer carrément l'OS comme étant un artefact. Mon package, ça va être l'OS. Mon OS, c'est ce qui va me garantir que tout ce qui est en dessous va fonctionner de la manière dont je l'attends. Et ça, c'est cool. Et on a les pattes d'après, qui sont les data. Puisque finalement, au final, je peux exécuter en disant je vais te donner un entrant et je veux que tu me renvoies un sortant. Et en l'occurrence, ici, ça va être de manière asynchrone, puisque ça peut prendre 20 secondes, 1 minute, 10 minutes, 20 minutes, on n'en sait rien, mais on va retourner des données de manière asynchrone et c'est finalement une promesse. Et vous avez plusieurs manières de traiter du code. Donc là, ça pourrait être en haut, par exemple, c'est grunt, c'est je fais tâche A, tâche B, tâche C, tâche D. Alors qu'en dessous, c'est plutôt le modèle Gulp, c'est je vais de A à B, mais j'applique tous ces transforms de même coup sur mon code. Mais on peut faire ça aussi avec des données et du processing en fait. Là, c'est une liste de résultats qu'on fait justement pour générer des métadonnées. Et on a créé un mécanisme d'event loop distribué. Si vous regardez sur Amazon Web Service, vous avez un truc qui s'appelle SWF, qui vous permet en fait d'orchestrer des sortes d'event loop comme ça que vous pouvez gérer un petit peu comme vous voulez. Et au final, ça revient à créer un arbre de dépendance cyclique, c'est-à-dire que j'ai un composant qui va générer une donnée, on s'arrête, on regarde qu'est-ce qu'on a, ah ce truc-là est une dépendance de ça, ok on l'exécute, ah ouais ce machin-là, cette ligne-là se base sur cette sortie-là, ok on le fait, et en fait on voit un ensemble de fonctions qui se parlent sans se connaître, mais qui sont orchestrées par un truc qui va aller regarder et dire ah tiens je fais cette fonction, tel résultat, et quand on a tout on dit ok, on pousse et on arrive au résultat envoyé sur le code. Je vais très vite. Bon, j'ai fait un régal. Donc ça c'était notre postulat de départ en fait, c'était le truc, ouais, je suis juste en train de coucher du code sur une page web. Mais au final, si on regarde bien, ça revient à faire ça en fait. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on est en train de pousser des composants visuels finalement dans une application qui organise ces composants en fonction de vos valeurs métiers et qui sont servis par un processus encapsulé, et vous en savez foutrement rien de quoi c'est derrière, ça peut être du Node, du Python, du ce que vous voulez, et qui finalement orchestré sur une machine. Et sur une machine qui est préparée, et quand je dis préparée, c'est que vous avez préparé l'OS et ensuite vous poussez. Et c'est pareil les dégâts. Donc en fait, c'est mon composant graphique qui encapsule dans une application, qui dans un conteneur, qui dans une machine. Et en fait, chacune de ces lignes, chacun de ces trucs, vous le reproduisez à l'infini sans que ça se chevauche en fait. Alors, on ne sait que les ensembles de fonctions. Et au final, on pratique des processus de composition comme ça. C'est ce qu'on favorise. C'est rajouter un élément, on ne fait pas péter le reste. Parce que c'est par design, l'entrée et la sortie n'impactent pas le reste. La seule chose que vous pouvez avoir, c'est le manque de ressources. Ou trop de données. Ou un état justement qui va être implicite et pas explicite. Il y a un truc qui va moduler, qui va changer un state en fait. En fait, qui va changer un état dans une autre fonction, et on ne veut pas en fait. C'est pour ça qu'on veut éviter les globales en fait. Parce que les globales, on ne peut pas garantir
l'état de manière générale. Et au final, ce qui nous intéresse dans les fonctions, c'est que c'est des interfaces pures, ça se fait, ça se finit, on n'en parle plus, et tout ce dont on a parlé avant suit ce même principe. Ça s'exécute, ça fait un truc, ça rien du reste. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est l'artefact. Cette sortie de fonction, j'en fais quoi? Je la garde, je la persiste, je la transporte, je la déploie, je la pousse, et du coup, à l'inverse, on peut la consommer. Et ça augmente aussi cette fonction de découvrabilité, puisque de manière atomique, on peut dire, non, mais finalement, je ne suis pas obligé de donner toute mon appli. Je peux donner juste une partie des composants, créer des interfaces, comme on va me dire, oh, tu n'utilises pas Amazon, ah, ben, tu fais ton interfaceur RabbitMQ, et les fonctions vont marcher de la même manière. On va vraiment aimer vous montrer la vidéo. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est que les données sont l'autre, en général, c'est le truc qu'on oublie, mais les données, en fait, c'est la rivière, en fait. Et les données, en général, c'est les données qui vont faire planter vos fonctions, parce que vous allez avoir soit trop de choses à traiter et votre système va s'effondrer, ou ça va s'empiler, ou tabasser un serveur qui est tombé et il va le faire encore aller plus mal. Donc ce que vous voulez, c'est que les fonctions cassent, mais de manière isolée. Si vous avez votre indexation Elasticsearch qui foire, vous n'avez pas envie forcément que votre job foire aussi. Donc vous voulez que ça foire de manière isolée. Et c'est le principe de la fonction. Et du coup, ouais, ça aussi c'est le principe de la fonction, c'est répéter chaque jour, chaque geste de la même manière et avoir des résultats différents. Merci. Il reste quelques minutes si vous avez des questions. N'hésitez pas, je peux vous tendre le micro. Non, tout le monde a tout bien compris, parfaitement. N'hésitez pas à solliciter Thomas de manière individuelle. Alors, du coup, je vais vous faire un truc un peu plus explicite, si tu veux utiliser les 3 minutes qui restent. Parfait. L'illustration même, c'est... j'ai un truc qui me fait... en fait, dans certains de ces composants, alors, je donne une URL, je le donne à un composant qui dit, moi, ma seule fonction, c'est de récupérer le code HTML de cette page-là, et j'en fais aussi un rendu headless, donc si vous avez une single page, ça va fonctionner, ça va rendre le JavaScript et ça va rouler. Mais ce truc-là, il fait que ça, en fait, il est vraiment bête. Et j'ai un autre composant qui, lui, va dire quoi, trop large, je sais pas. C'est cool. Et il y en a un dont la seule mission va être de dire, ouais, moi ce qui m'intéresse, c'est de chercher le cœur du contenu. J'ai envie de savoir c'est quoi le cœur du contenu. Et j'ai un autre système qui va dire, moi, à partir du moment où tu me fais du texte, moi je te sors des catégories, je te dis si le site web il est mobile ou il n'est pas mobile. Donc là, par exemple, j'ai appliqué un ensemble de fonctions qui sont en fait en capture du Docker. Il y en a un, c'est du Python, il y en a un, c'est du Node. Et là, en fait, je vais aller regarder les catégories d'un site... non, ça a changé. Parce que ça a été compris en anglais. Mais en gros, le but du jeu, c'est que tu lui donnes du texte et il va dire, voilà, les... Comedy Books and Style, c'est pas vraiment un truc. Mais... sensible, sortir les catégories... Celui-là, il est censé me donner le corps du texte. Et en fait, à partir de ça, je peux créer mon arbre de dépendance parce que chacun prend des unités simples. Un va prendre du texte et il s'en fout de savoir d'où vient le texte. Et il y en a un autre qui va me dire il va retourner les catégories à partir du moment où tu donnes du texte. Donc voilà, ça c'est le texte de la page qui a été retourné, mais on n'a pas créé un blob énorme qui fait tout. On a créé plein de petits trucs qui font quelque chose, qui le font bien, qui sont testables chacun de manière très simple. Et là, ici, on a utilisé uniquement le principe des standard string Unix en fait. Donc après, vous pouvez interfacer ces strings avec ce que vous voulez, ou créer des interfaces pour dire, bah, tiens, je vais faire communiquer ce machin avec Amazon, avec RabbitMQ, avec ce que vous utilisez. Et du coup, vous n'imposez pas votre architecture avec le principe de fonctionnement, mais vous proposez en fait d'autres briques de Lego pour étendre les fonctionnalités de ce truc. Et grâce à ça, en fait, on a facilité le travail entre équipes, on s'échange des composants, puisque ils ont aussi adopté ce mécanisme-là, et certains font la même chose que nous, et du coup on a mis les composants en commun, et les prochaines étapes dans le projet qu'on a en commun, ça va être le même composant qu'on va se partager, et même si c'est pas nous qui l'avons écrit,
Au moins, on est capable de dire ouais, ça marche ou ça marche pas, parce qu'on est capable de lancer des tests quoi qu'il arrive.